Le week-end dernier, une foule très diverse, composée de fonctionnaires, de femmes au foyer et de retraités, s'est rassemblée un peu partout dans Caracas, la capitale du Venezuela, pour rejoindre la milice bolivarienne. Ils répondaient à l'appel du président Nicolás Maduro, qui avait invité la population à se porter volontaire après le déploiement de navires de guerre américains au large des côtes vénézuéliennes. Cette mobilisation massive avait un objectif clair: montrer à Washington que le peuple vénézuélien ne se laisserait pas intimider par la puissance des États-Unis. Ce message est partagé par Oscar Mathias, un auditeur de 66 ans qui vient tout juste de s'engager. Interrogé par l'AFP, il a déclaré: « Je suis ici pour servir mon pays. On ignore ce qui peut arriver, mais nous devons être prêts et continuer à résister. » Même si la plupart des analystes estiment que les États-Unis n'envisagent ni pas une invasion directe du Venezuela, les tensions restent à leur comble. La crainte la plus répandue est plutôt celle d'une frappe tactique limitée, similaire à celle lancée contre l'Iran plus tôt cette année. Une telle action risquerait d'embraser toute la région et, selon la cible, pourrait même avoir des répercussions sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, comment en est-on arrivé là? Que se passe-t-il exactement? Et surtout, vers quoi la région se dirige-t-elle? Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que toutes les informations présentées dans cette vidéo sont à jour au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire midi, heure d'Europe centrale. Comme notre boule de cristal ne fonctionne pas, tout ce qui se produira après ne sera évidemment pas inclus. Donc, si mercredi matin vous voyez les troupes vénézuéliennes défiler dans Washington, sachez que nous n'avons pas prévu le coup et que nous ferons une mise à jour dès que possible. Maintenant que ce petit avertissement est posé, revenons à la question principale. Comment en est-on arrivé là? Pour répondre, il faut revenir en 2017, pendant la première présidence de Donald Trump. La crise vénézuélienne faisait déjà rage depuis 7 ans, et certains conseillers de Trump avaient évoqué la possibilité d'une intervention militaire. Même si une partie importante de son administration s'y opposait, le 11 août de cette année-là, Trump déclara à la presse qu'il n'excluait pas l'option militaire. Dire que cette annonce a provoqué un tollé au Venezuela serait un euphémisme. Le ministre de la Défense, Vladimir Lopez, avait qualifié cette déclaration d'acte de folie et d'extrémisme absolu. Le reste du premier mandat de Trump a suivi ce même schéma. À chaque déclaration provocatrice de Trump ou de ses proches, le gouvernement vénézuélien réagissait violemment. Un élément marquant de cette période est que Marco Rubio, alors sénateur, avait suggéré à au moins 2 reprises une intervention militaire au Venezuela lors de réunions avec des responsables de haut niveau de l'administration Trump. Cette idée avait été écartée, mais elle illustre bien la vision de Rubio concernant le Venezuela. Ce dernier s'est fait connaître comme un opposant farouche de Maduro, allant jusqu'à reconnaître Edmundo Gómez, rival de Maduro aux élections vénézuéliennes de 2024, comme président élu. Un geste fort, étant donné que tout indique effectivement que Gómez avait remporté le scrutin, même si cette reconnaissance restait très polémique. La nomination de Rubio au poste de secrétaire d'État par Trump était donc un signe clair de la posture qu'il adopterait vis-à-vis de Maduro lors de son second mandat. Le 13 janvier 2025, soit une semaine avant l'investiture de Trump, Maduro suggéra que le Venezuela, avec l'appui du Brésil, envahisse Porto Rico pour libérer son peuple. En réaction, la gouverneure portoricaine Jennifer González Colón adressa une lettre à Trump affirmant que Maduro représentait une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Peu après, des rapports indiquèrent que l'équipe de Trump voulait se débarrasser de Maduro, comme cela avait été fait avec le dictateur syrien Bachar al-Assad. Même si rien n'était écrit noir sur blanc, il ne fait guère de doute que leur intention était de le remplacer. Et à vrai dire, difficile de les en blâmer. Le régime de Maduro a plongé son peuple dans une pauvreté extrême, menacé d'envahir le Guyana voisin, truquer les élections et contribuer à l'instabilité régionale, notamment en Colombie, où il soutient la guérilla marxiste de l'ELN. Pourtant, ce n'est pas cet aspect géopolitique qui attira le plus l'attention de l'administration Trump. Celle-ci concentra ses efforts sur le gang vénézuélien Tren de Aragua, cherchant à le faire reconnaître comme organisation terroriste internationale sponsorisée par un État. Selon l'analyste en politique migratoire Alexandra Villarreal, cette démarche visait à justifier des mesures de répression extrêmes contre les migrants vénézuéliens, dont beaucoup avaient fui la crise. Même si les tribunaux rejetèrent cette initiative, l'administration Trump désigna officiellement un autre groupe, le Cartel des Fils, comme organisation terroriste mondiale. Washington alla même jusqu'à accuser Nicolás Maduro d'en être le chef.
Cette décision coïncida avec deux autres annonces importantes. D'abord, la procureure générale Pam Bondi doubla la prime pour toute information menant à l'arrestation de Maduro, passant de 25 millions de dollars, le même montant que pour Oussama Ben Laden, à 50 millions. Ensuite, Trump signa en secret une directive au Pentagone autorisant l'usage de la force militaire contre les cartels de drogue, classés comme groupes terroristes. C'est cette directive que l'armée américaine a invoquée pour justifier le déploiement de navires de guerre près du Venezuela. Ce dispositif comprend actuellement 3 destroyers lance-missiles, une escadre amphibie, environ 4 500 marins et près de 22 000 Marines. Officiellement, la mission de la Navy est de lutter contre le trafic de drogue. Mais compte tenu des déclarations passées de l'administration Trump, certains observateurs de la région craignent qu'il ne s'agisse en réalité d'une tentative déguisée de provoquer un changement de régime, voire d'une invasion. C'est d'ailleurs ce que les médias ont largement relayé. La vraie question est donc, les États-Unis vont-ils envahir le Venezuela? Au début de cette vidéo, nous avons précisé que la plupart des experts ne croient pas à une invasion américaine. En partie parce que Donald Trump lui-même avait déclaré en 2020, lors d'une interview à Fox News, « Si je voulais entrer au Venezuela, je ne le cacherais pas. Je n'enverrais pas un petit groupe. Non, non. On appellerait ça une armée. » Or, la force actuellement déployée, bien qu'impressionnante et effrayante à affronter, reste loin de ce que les États-Unis considèrent comme une véritable armée. Pour comprendre ce que cela signifie, il suffit de se rappeler la guerre en Irak. Au plus fort du conflit, plus de 170 000 soldats américains y étaient présents. La doctrine américaine repose sur l'idée de force écrasante, et cela implique des effectifs massifs. Selon le rapport Latin America Risk Report, si Washington décidait réellement d'envahir le Venezuela, il faudrait s'attendre à voir un porte-avions, de nombreux renforts et des dizaines de milliers de soldats. De plus, les États-Unis compteraient sur des alliés régionaux pour accueillir troupes, matériel et soutien logistique. Mais discuter de la taille d'un tel déploiement ne répond pas à la question essentielle. Non pas si les États-Unis peuvent envahir, mais s'ils devraient le faire. Et en géopolitique, la question du devrait-on est toujours complexe, car les intérêts évoluent sans cesse. Pour Washington, il ne s'agit pas seulement de faire tomber Maduro, mais de savoir si cette action servirait réellement les intérêts américains. Et pour l'instant, la réponse semble être non. D'abord, même si les États-Unis pourraient aisément renverser le régime Maduro, un gouvernement si impopulaire qu'il ferait presque passer d'autres dirigeants pour des héros, la stabilisation du pays risquerait d'entraîner Washington dans un nouveau conflit sans fin, comme ce fut le cas en Irak et en Afghanistan. Après des décennies et des milliers de milliards dépensés, les Américains sont fatigués des guerres. Comme l'a écrit William Moldoff dans le magazine Time, s'engager dans des guerres impopulaires peut affaiblir le soutien du public à des conflits pourtant jugés nécessaires. Ensuite, il y a l'absence d'autorisation légale et surtout de soutien régional. Même la Colombie, pourtant directement concernée par les agissements de Caracas, ne serait pas prête à appuyer une force d'invasion américaine. Enfin, une intervention risquerait d'aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique au Venezuela. Le pays a déjà vu des millions de ses habitants fuir, et un nouveau conflit pousserait encore davantage de migrants vers les États-Unis, au moment où l'immigration est un sujet brûlant à Washington. Alors, qu'en est-il d'une frappe tactique limitée, comme évoqué plus tôt? Là encore, ce serait compliqué. Pour mener une attaque de précision, il faudrait d'abord neutraliser les systèmes de défense aérienne du Venezuela, dont certains modèles russes comme l'Ante 2500. Ces systèmes sont entretenus par des techniciens russes, ce qui ferait courir le risque d'un incident direct avec Moscou, alors que Trump cherche à se rapprocher du Kremlin pour trouver une issue au conflit en Ukraine. Et même en réussissant à contourner ce problème, il resterait la question des cibles. 3 options existent. Viser Maduro lui-même, ce qui pourrait le transformer en martyr en cas d'échec. Frapper l'usine de munitions construite par la Russie, mais cela provoquerait une réaction de Moscou. Ou encore attaquer directement les cartels de la drogue, au risque de toucher des civils et de déclencher une vague d'anti-américanisme en Amérique latine. Face à ces risques, il existe un 3e scénario. Ni invasion, ni frappe ciblée, mais un déploiement destiné à faire pression sur Caracas. Depuis l'arrivée des navires américains, le gouvernement vénézuélien a envoyé 1500 soldats à la frontière avec la Colombie. Selon Diosdado Cabello, il s'agit de sécuriser la zone et de lutter contre les groupes criminels. Il a même annoncé la saisie de 53 tonnes de drogue depuis le début de l'année, comme pour prouver que le Venezuela agit réellement contre le narcotrafic.
Une autre raison souvent évoquée est la volonté des États-Unis de dissuader toute tentative vénézuélienne contre le Guyana. Caracas n'a jamais abandonné son ambition sur la région de l'Essequibo, riche en pétrole, et multiplie les manœuvres pour déstabiliser Georgetown. Le déploiement naval pourrait donc être un avertissement clair de Trump. N'y pensez même pas. Mais au final, que va-t-il se passer? Personne ne peut le dire avec certitude. Il est tout aussi possible que les navires américains repartent dans quelques jours que de voir de nouvelles forces arriver. Tout dépendra des prochains mouvements de Maduro et du degré jusqu'où Trump sera prêt à aller dans ce bras de fer. Maduro se présente comme le défenseur de la souveraineté vénézuélienne, mais laisse aussi entendre qu'il pourrait négocier pour obtenir un compromis avec Washington. Pour Trump, pouvoir affirmer qu'il a contraint Maduro à céder sur la question des cartels pourrait représenter une victoire politique utile à l'approche des élections de mi-mandat. Ainsi, la présence américaine au large du Venezuela pourrait être autant une question d'image que de stratégie. En attendant, le monde entier observe. Car la Russie et la Chine, toutes deux très investies au Venezuela, pourraient transformer la crise en un nouveau conflit par procuration. Le pire scénario n'est pas exclu. Et vu ce que les années 2020 nous ont déjà réservé, on sait qu'il ne faut rien écarter. Nous restons donc en équilibre sur une ligne fragile, dans l'attente de voir si cette histoire s'effacera comme une simple note de bas de page ou si elle marquera le début d'un nouveau chapitre bien plus sombre. Si tu as trouvé cette vidéo utile et intéressante, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette situation, j'aimerais vraiment lire ton avis.